Bonjour, je m'appelle Dalila Kamunga et je suis ravie de vous présenter le 4e épisode d'Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Début d'année 2022 a été présentée par le LISER et le CEFIS une étude intitulée « Le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg ». Cette étude a été réalisée à l'initiative de la Chambre des députés afin d'aider le gouvernement à développer une lutte cohérente contre le racisme et les discriminations dans le pays. Dans cette étude, 3 grands groupes subissant des discriminations sont ressortis, notamment les afrodescendants, les personnes d'origine portugaise ainsi que les personnes s'avérant être musulmanes et ou arabes ou étant perçues comme telles. Ainsi, bien que n'étant pas de confession musulmane ni même d'origine arabe, je m'interroge sur le vécu des personnes musulmanes ainsi qu'aux clichés auxquels elles peuvent faire face au Luxembourg. À cette fin, je me suis donc entretenue avec un représentant de l'Observatoire de l'islamophobie au Luxembourg, le docteur Lassen Habari, afin d'en savoir plus sur le sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter et vous situer un peu par rapport à la thématique du podcast qui est être musulman au Luxembourg? Lassen Habari, je suis déjà musulman d'origine marocaine, je suis français d'origine marocaine. Professionnellement parlant, par rapport à mon cursus, je suis docteur en psychologie, psychologue, psychothérapeute. Donc par rapport à mes recherches en psychologie, donc j'ai évolué au sein du laboratoire parisien de psychologie sociale. Et donc j'ai toujours travaillé sur la discrimination, donc notamment son expression en milieu professionnel. Donc c'était surtout de la psychologie sociale du travail, afin d'expliquer les processus psychosociaux qui sous-tendaient et qui donnaient naissance notamment au comportement discriminatoire en organisation. Pour ça, donc j'ai fait un travail, mes recherches étaient exclusivement basées sur notamment les croyances, diverses croyances, telles que la croyance même juste, des orientations psychologiques comme l'orientation à la dominance sociale, qui est un idéal en fait vis-à-vis de la société qui soit égalitaire ou non, donc on a 2 extrêmes, des normes en milieu professionnel comme la norme d'allégeance, qui peut justement aussi être cette soumission faite à l'autorité de manière aveugle, peut justement aussi donner naissance à des comportements discriminatoires et aussi la propension des individus à avoir des comportements discriminatoires en fonction des situations. Vous pouvez présenter l'Observatoire de l'islamophobie au Luxembourg, vu que vous en êtes un des représentants du coup. Donc l'Observatoire, donc vraiment un besoin, c'est qui a initié la création de l'Observatoire. Il a été créé en 2018 suite à notamment à l'apparition de cas d'islamophobie ou la déclaration de cas d'islamophobie auprès des institutions des représentants musulmans, notamment la Shoah. Et donc il n'y avait pas de réel organisme qui prenait en charge justement ces cas d'islamophobie. Et donc ça a été créé justement pour pouvoir répondre aux besoins des individus de confession musulmane au Luxembourg, pour pouvoir justement gérer et accompagner ces gens-là. Et étant donné que donc on avait des cas concrets sur le terrain, d'accord, mais on n'avait pas de chiffres. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à initier notamment des rapports, des enquêtes, pour pouvoir faire déjà un premier état des lieux en 2018 par rapport à la perception et le vécu de l'islamophobie chez les adultes de confession musulmane au Luxembourg et aussi chez les frontaliers. Et donc on a eu de premiers résultats et puis on a perduré, on a perpétué justement cette continuité pour avoir une continuité dans nos chiffres et nos analyses. Donc on a eu un autre rapport en 2019 et un autre rapport qui est sorti en 2022 qui en fait étudier les années 2020 et 2021. En parallèle aussi, voilà, on prend en charge les signalements de cas d'islamophobie par les individus. Donc on fait surtout du conseil, de la prévention, de l'accompagnement, voilà, c'est surtout ça, mais on met pas en place de manœuvres, de choses, par exemple de poursuites juridiques ou autres. On oriente les individus vers ça, on leur donne des conseils, mais voilà, c'est surtout du conseil et de l'accompagnement. On ne mène pas d'action vraiment contre l'islamophobie. Voilà, nous vraiment se consacre à la production de connaissances, et puis on aimerait aussi travailler plus sur la prévention et la formation notamment.
Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'actualité, mais c'est un de nos objectifs. Ok, super. Et du coup, quels sont les constats qui sont attirés du coup des recherches qui ont été faites Là, récemment, donc dans notre dernier rapport, on a pu observer que près de 26% des individus avaient déclaré être victimes d'islamophobie, contre 17%, presque 17% en 2021. Et donc, par contre, 30% par contre des participants ont déclaré avoir observé l'islamophobie, avoir été témoins d'islamophobie, et 19% à peu près en 2021. Voilà, et on voit donc une certaine baisse, une baisse de 9% entre 2020 et 2021. Mais voilà, donc c'est vraiment des chiffres qui convergent, notamment avec une étude qui était une étude Ipsos Global Advisor qui était sortie en mars 2021 et qui avait étudié notamment qui a fait une étude qui a porté sur 26 pays. Et donc voilà, 46% des individus estimaient que les discriminations ethniques avaient été exacerbées par la Covid-19. Et donc voilà, ils considéraient notamment ça comme un facteur d'aggravation des discriminations au niveau du logement, de l'emploi, de l'éducation, des services sociaux, etc. Donc oui, c'était une espèce de tendance mondiale, on va dire. Et aussi, on a pu observer que certaines personnes qui étaient susceptibles d'être discriminées pour d'autres critères, comme l'origine ethnique, la vulnérabilité économique, comme les jeunes, les seniors, voilà, ils recouvraient des taux d'islamophobie perçus supérieurs à la moyenne du reste de nos participants. Et notamment les femmes ont aussi déclaré qu'elles étaient davantage victimes que les hommes. Et donc aussi, ce qu'on pouvait aussi remarquer, donc c'était une personne sur 5 en 2020 et une personne sur 3 en 2021 qui ont été témoins. Une personne d'islamophobie sur 20 a subi une agression physique, une sur 10 en 2020 a été victime a été menacée, voilà, et oui, une personne sur 4 en 2021 a été menacée. Mais par contre, voilà, on voit quand même que 7 personnes sur 10 s'estiment quand même bien intégrées au Grand-Duché du Luxembourg. Et c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être bien intégré du coup J'estime que la communauté musulmane est quand même bien intégrée au Grand-Duché du Luxembourg et qu'ils pensent être moins discriminés que dans les pays frontaliers. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est l'islamophobie? L'islamophobie, nous, on reprend notamment la définition du CCIE, anciennement CCIF, voilà, collectif contre l'islamophobie en Europe. Donc on définit pour nous l'islamophobie comme l'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Voilà. Donc on va trouver des définitions dans le même sens beaucoup plus étayées, mais bon, celle-là, on l'aime bien parce qu'elle est assez concise, précise et claire. Comment est-ce que l'islamophobie se présente au Luxembourg? En termes de domaine, on voit que ça touche beaucoup le monde du travail, les réseaux sociaux, oui, le logement, les médias, la formation, l'éducation. On voit beaucoup dans ces domaines-là, et ça prend surtout la forme de paroles désobligeantes, ouais, de moqueries, d'harcèlement verbal, des fois, comme je le dis, des fois d'agression physique, de menaces claires, de comportements discriminatoires, des injustices par rapport à nos individus. Voilà, on va dire, il y a cinq secteurs, on va dire, ça dépend des années, et si elle est perçue ou vécue, mais bon, en général, ça tourne toujours autour de ces secteurs-là. En termes d'évolution, par exemple, nos rapports, voilà, en termes d'islamophobie, c'est des gens qui ont été victimes d'islamophobie. On voit par exemple que entre 2018 et 2019, il y a une baisse, d'accord, on est passé de 33% des individus interrogés à 20%, 19,87, donc 20% des individus ont déclaré avoir été victimes d'islamophobie, puis après, c'est repassé à 25% en 2020, et puis 16%, puis 17% en 2021. Voilà. Et donc, on voit une certaine, bon, ça entend, mais on voit quand même une certaine tendance à la baisse, plus ou moins.
alors que il paraît pour l'islamophobie qui a été perçue. Donc, on est à 35% quand même en 2018, on est passé à 31 en 2019, 30 en 2020. Donc on va quand même, ça va une tendance à la baisse, ce qui nous laisse quand même avoir de bons espoirs pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des facteurs que vous pouvez expliquer L'islamophobie, ça répond un peu aussi aux clichés, hein, la question des clichés que vous vouliez me poser. Donc ça vient un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a pour moi deux facteurs principaux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise en avant d'une menace identitaire en Europe, d'une manière générale. Hein, donc on est sur l'invasion, l'islamisation de l'Europe, l'invasion de l'Europe. Vous voyez, donc ça c'est un peu ce que je veux dire par là, c'est mis en avant de manière politique pour pouvoir cacher les vrais problèmes politiques, notamment socio-économiques. Donc on essaie de trouver un ennemi commun, un bouc émissaire, et afin de pouvoir faire diversion. Mais bon, après ça, et notamment après le 11 septembre, voilà, il y a eu cette espèce de campagne mondiale contre qui a généré notamment cet amalgame entre islam égale violence, islam égale terrorisme. Vous voyez, donc après donc il y a une espèce d'orientation, une manipulation des peurs légitimes des gens vers après voilà, vers les musulmans du quotidien, les organisations du quotidien, etc. Et puis aussi voilà, on a aussi cette espèce de représentation de l'islam comme une religion qui vient d'ailleurs, qui est loin, qui correspond pas à nos codes, à nos normes, à notre culture, alors que c'est pas du tout le cas. L'islam, ça fait des siècles que l'islam est en Europe, ça fait des siècles que les musulmans sont en Europe. Mais bon, après, donc, mais maintenant, il y a cette mise en avant, en fait. C'est un problème. On essaie de créer un problème musulman, en fait. Ça vient surtout de là. La création d'un problème musulman, on souligne, voilà, des différences plutôt que d'essayer de créer de la cohésion sociale. Donc du coup, c'est tout un imaginaire qui a été créé et dont les gens, en fait, par manque d'informations, de connaissances aussi de personnes musulmanes autour d'eux, je pense, ça fait que, voilà, il n'y a pas... on continue à croire à cet imaginaire-là, en fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est qu'en fait, on a une représentation sociale de l'islam qui est connotée négativement. C'est ça, voilà. Et donc, il y a des groupes identitaires ou des fois des appareils idéologiques d'État, clairement, qui alimentent cet amalgame, cette crainte et cette étrangeté concernant l'islam. C'est une représentation. Et puis, une autre chose que je voulais un peu voir avec vous, c'est... du coup, voilà, on est en plein dedans, c'est-à-dire que le groupe, on va dire, de personnes de confession musulmane est vu comme étant un monolithe, donc c'est un préjugé, et alors qu'il y a une diversité en fait de personnes de confession musulmane. En fait, voilà, oui, c'est qu'on essaie comme vous avez dit, de créer une espèce de groupe homogène des musulmans, alors qu'il y a, comme vous dites, ça dépend. On peut pas définir une identité à une appartenance religieuse. Ça dépend de la place qu'elle prend chez l'individu, vous voyez. Il y a des individus qui vont se définir certes musulmans, mais c'est pas du tout quelque chose qui prend de la place dans leur quotidien. Et même que ce soit au niveau de la pratique, au niveau de plein de choses. Il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus pratiquantes, etc. Mais à côté de ça, ils ont plein d'autres facettes identitaires. Bon, et donc, ce serait, je pense, ça dépend en fait dans quel contexte. Donc, pas exactement, voilà, définir une personne que via son appartenance religieuse. Ça dépend quelle place identitaire elle accorde justement à cette appartenance religieuse. Et ça dépend aussi du contexte dans lequel on essaie de définir cet individu. C'est-à-dire que dans un contexte professionnel, ça rentre mon collègue, c'est un comptable ou je ne sais quoi, etc. Avant d'être musulman, oui, dans la société, on est citoyen, etc. Oui, on doit considérer les comme des citoyens avant de les considérer comme des musulmans, des afrodescendants, des ci, des ça. Ça dépend vraiment du contexte aussi dans lequel on doit définir l'individu. Et donc oui, voilà, c'est aussi important, je pense, de faire la part des choses au niveau des facettes identitaires. Toutes les facettes identitaires que possède un individu, il faut vraiment essayer de pouvoir faire la part des choses. Pour pouvoir, voilà, avoir une définition juste de l'autre, le connaître
sans se laisser déborder. Est-ce que vous voyez une différence entre maintenant une personne qui est de confession musulmane, mais on va dire qui n'est pas typée, donc c'est-à-dire, bon, comme j'ai dit, hein, il y a beaucoup de musulmans, donc voilà, il y en a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, etc. Exactement. Vous voyez une différence entre une personne qui est typée, on va dire, musulmane dans l'imaginaire que peuvent avoir les gens dans leurs préjugés, donc c'est-à-dire typée arabe par exemple, et une personne qui en fait est blanche, mais ça se voit pas du tout, voilà, mais elle est de confession musulmane. Est-ce que dans vos recherches, vous constatez quelque chose? Est-ce qu'il y a une différence dans par exemple, ce qui est discrimination perçue ou vécue? Oui, par exemple, on va voir que, par exemple, oui, notamment ce qu'on avait trouvé, oui, chez notamment les afro-descendants, les personnes définies comme noires et arabes, oui, on trouvait des chiffres plus importants en fait en termes d'islamophobie. Même des fois aussi asiatiques, mais oui, c'était surtout oui, noir, arabe, oui, asiatique, exactement, oui. On trouve des scores plus élevés d'islamophobie, se déclarent plus être victimes d'islamophobie et perçoivent plus d'islamophobie également. D'accord. Parce qu'après, c'est une approche intersectionnelle, c'est-à-dire que, voilà, non seulement ils sont discriminés parce qu'ils sont de couleur noire, afro-descendants, ou parce qu'ils sont arabes ou autres, et en plus, voilà, parce qu'ils sont musulmans. Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez un peu pour contrer l'islamophobie au Luxembourg? Bah déjà, bon, déjà le Luxembourg s'ancre dans une politique multiculturelle, ce qui est très bien. Vraiment par rapport à d'autres pays, il y a énormément de droits, de liberté, de justice. On va pas se mentir. Il y a certes des choses négatives, mais il y a beaucoup de choses positives. Il faut le souligner. C'est notamment le travail que s'attache à faire l'Observatoire de l'islamophobie. C'est travail à la cohésion pour voilà, travailler sur les choses à corriger, mais parce qu'on a de l'espoir en fait, on voit que quand même il y a beaucoup de choses positives qui se passent et donc ce serait dommage de laisser les choses négatives prendre de l'ampleur sans les endiguer et détruire justement toutes les choses positives qu'on peut observer et dont on jouit au Luxembourg. Et donc déjà, il faudrait déjà une volonté politique, déjà de préservation de la paix et de l'égalité, et aussi de lutter contre cette instrumentalisation de l'islam comme un espèce d'objet politique qui génère de la peur pour pouvoir orienter les représentations et les opinions des individus. Alors, par exemple, dans le rapport 2018, on avait notamment relevé énormément de questions parlementaires qui tournent autour de l'islam. Oui, pourquoi si, pourquoi là. Donc c'était vraiment une espèce de stigmatisation des musulmans pour tout et n'importe quoi. Même une question parlementaire qui touchait à la création de l'OIM. Voilà, c'est qui les finance, qui vont avoir accès à l'éducation de nos enfants, etc., etc. Vous voyez, une espèce de connotation négative de tout organe musulman qui œuvre dans un quelconque domaine. Il y avait plein d'autres questions parlementaires là, qui touchent notamment, je crois, à halal, à plein de choses comme ça. Le voile, je crois aussi. Donc voilà, il y a cette espèce de stigmatisation des musulmans de manière politique, notamment par des partis en particulier, mais bon. Donc déjà, il faudrait une véritable volonté politique de préserver l'égalité, la justice sociale au sein de la société. Donc je ne dis pas que c'est pas le cas au Luxembourg, mais ça peut toujours être perfectible. Et aussi, voilà, pour pouvoir lutter contre l'islamophobie, il est très important de pouvoir libérer la parole et les échanges. C'est-à-dire que les individus puissent parler, que les individus puissent parler librement, vraiment, puissent parler librement, vraiment, et donner leur opinion, leur avis qui soit pour l'islam, contre l'islam. Mais en fait, voilà, vraiment, il faut pouvoir échanger. Ça afin de pouvoir justement briser les clichés et déconstruire les idéologies négatives derrière. C'est très important de pouvoir justement voilà, libérer la parole pour pouvoir construire une autre représentation des choses et d'apporter de vrais arguments aux individus. Ensuite aussi, c'est très important voilà, de s'ouvrir, s'instruire déjà, s'instruire sur l'autre,
sur les religions, les cultures, l'histoire, les sociétés. C'est très important de devoir de s'instruire sur tout ça pour pouvoir après justement pouvoir s'ouvrir à l'autre sans peur. Parce que qu'est-ce qui génère l'islamophobie ou autre, c'est la peur de l'autre d'une manière générale, la peur de l'autre et comme on l'a dit et redit, des représentations qui sont toujours plus négatives les unes que les autres. Donc voilà, pouvoir s'instruire pour pouvoir surmonter cette peur et pouvoir s'ouvrir à l'autre afin d'être un vecteur de cohésion sociale, c'est très important. Et puis dernière question, quels conseils vous avez pour des jeunes qui peuvent être victimes d'islamophobie ? Il est très important de signaler immédiatement cet acte et prendre des mesures derrière, porter plainte si nécessaire, etc. Signaler cet acte, que ce soit si c'est un étudiant à son établissement scolaire, à ses parents s'il a besoin de soutien de la part de ses parents, porter plainte par sa hiérarchie, par sa hiérarchie, etc. En tout cas signaler si c'est une personne et puis comme je vous dis, aller au bout des procédures, si nécessaire, ne pas avoir peur, parce que le fait de mettre en place ces procédures et ces mesures permet donc après de briser ce sentiment d'impunité et de légitimité qu'on trouve chez les islamophobes. Parce que le fait de rien dire, qui ne dit mot consent, donc le fait de ne pas agir derrière un acte islamophobe, c'est un peu le cautionner. Donc c'est très important de devoir agir, prendre des mesures afin de pouvoir repousser tout ça. Par exemple, lorsqu'on voit des commentaires négatifs sur Internet, dès qu'on dit aux gens qu'on va signaler ça à l'OIL, etc., ils suppriment tout de suite leurs commentaires. Il faut se rappeler aussi maintenant que depuis le 7 avril 2023, les auteurs de crimes et délits qui ont été commis avec intention discriminatoire, ils verront leur peine doublée. Donc la loi elle va dans le sens des victimes. Tout va dans le sens des victimes. Faut pas attendre qu'on donne nos droits, faut les prendre à un moment. Ça permet d'éviter l'apparition d'éventuelles séquelles chez les victimes. Parce que le fait de suivre un acte et de rien faire pour le corriger, d'alimenter cette espèce de sentiment d'injustice, ça peut avoir aussi des conséquences sociales. Les individus peuvent arrêter leur scolarité, arrêter de travailler, tomber en dépression, etc. Il va y avoir donc des conséquences aussi au niveau de la santé mentale. Donc comme je dis, tomber en dépression, burn-out ou autre, briser vraiment l'élan de vie des individus. Et c'est ce qui est vraiment dramatique. Ainsi, bien que l'islam soit une religion pratiquée par des personnes venant de tous horizons et de toutes origines, un cliché récurrent est qu'une personne étant perçue comme arabe est forcément musulmane. Cette personne, même si elle n'est pas musulmane, peut donc souffrir d'islamophobie, mais pas que. Il ressort notamment de l'étude effectuée par le LISER et le CEFIS que les personnes étant perçues comme arabes sont également victimes de discriminations qui sont axées sur leur phénotype et ou la perception de leur culture indépendamment de leur religion supposée. Afin de comprendre ce phénomène, j'ai donc conversé avec Myriam Abayed, chargée de projets pédagogiques interculturels, afin de comprendre le concept d'orientalisme. Donc bonjour Myriam, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Under Pressure pour parler du coup du fait d'être musulman ou musulmane au Luxembourg. Donc on va directement commencer. Est-ce que tu peux te présenter et également te situer, s'il te plaît ? Oui, bonjour Dalila, merci beaucoup aussi de pouvoir de te retrouver dans ton podcast Under Pressure. Je m'appelle Myriam Abayed, je suis chargée de projet et pour me situer, je suis luxembourgeoise, née de parents initialement tunisiens, donc j'ai des origines tunisiennes, nord-africaines et je suis aussi de confession musulmane. Et donc le sujet du jour, c'est être musulman au Luxembourg. Et du coup, c'est une question un peu bateau, mais c'est quoi du coup être musulman au Luxembourg ? Comment est-ce que tu as pu vivre le fait d'être de confession musulmane ? Comment est-ce que tu as pu le vivre en étant petite ? Alors, étant donné que je suis née musulmane, mais je ne suis pas seulement musulmane, je suis aussi d'origine tunisienne, donc d'origine nord-africaine, et visible dans l'espace public. J'ai toujours été associée en fait à ma différence culturelle, mais aussi à ma différence religieuse. Et je me rappelle, quand j'étais petite, il n'y avait pas encore de cours de morale, par exemple.
Donc, à cette époque, je devais faire le cours de religion et ma mère m'avait demandé à m'enlever. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas, en fait. Je me rappelle que les filles de ma classe allaient au catéchisme, que je n'y participais pas. Je voulais absolument faire ma communion, je voulais absolument porter une robe blanche, avoir des cadeaux comme toutes les filles. Je voulais absolument faire les Massendinger, faire partie du catéchisme sans vraiment comprendre les enjeux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment pour faire partie du groupe parce que je me rendais compte vraiment de ma différence. J'ai d'ailleurs une photo quand j'étais petite où je suis entourée de personnes blondes. Je suis la seule petite fille bronzée à la chevelure frisée, en fait. Donc oui, j'ai toujours perçu cette différence depuis que je suis très petite. Et du coup, comment est-ce que tu le vis aujourd'hui ? Est-ce que tu te rends peut-être compte de choses qu'à l'époque, tu faisais pas attention par rapport à ta religion ? Oui, je me rends compte de pas mal de choses. D'ailleurs, rétrospectivement, quand je pense un petit peu à mon enfance, à ma scolarité, à la construction de mon identité, hein, je suis aujourd'hui pas seulement convaincue, je me rends compte qu'effectivement, j'ai vécu des violences structurelles et de la discrimination, en fait. Sauf que je n'avais pas de mots pour mettre dessus, que personne n'en parlait. Et quand on en parlait, c'était de l'ordre du tabou, du secret. Il fallait surtout pas en discuter. Et ça a créé une espèce de dichotomie entre, par exemple, ce que je perçois, ce que je ressens, ce que mon corps me dit aussi, et ce que la société me dit, en fait. Et entre la réalité aussi, parce que dans le discours de ce qui se raconte sur les musulmans, moi, quand je regarde dans mon entourage, dans ma famille, chez mes amis, chez les personnes musulmanes que je côtoie, je perçois absolument tout le contraire. Il y a vraiment un écart très très grand entre ce qu'on raconte sur les musulmans et sur ce qu'ils sont vraiment. Et j'invite tout le monde à aller à la rencontre de musulmans, à la rencontre de personnes qui pratiquent cette religion, qui la cultivent avec amour. Et ils vont se rendre compte que ils vont se mettre à rigoler parce que ça ressemble, c'est tout sauf ce qui est raconté, par exemple, dans les médias. Et est-ce que tu as parlé de préjugés et de stéréotypes. Est-ce que tu pourrais définir ces deux notions pour nous ? Donc, pour définir ce qu'est un stéréotype, c'est lorsque le cerveau n'a pas suffisamment de temps, en fait, parce qu'il doit traiter énormément d'informations. Donc, il va créer une image mentale qui va résumer, en fait, une idée générale ou, par exemple, une culture, un pays. Mais ça ne veut pas dire qu'elle correspond à la vérité. Donc, on va prendre un exemple. Les Belges mangent tous des frites. Voilà, on va associer quelque chose qui est de l'ordre du réel, c'est-à-dire il y a une fierté nationale à aimer les frites en Belgique, sauf que ça ne définit pas un Belge, d'accord ? Donc c'est une idée mentale. Un préjugé, c'est lorsque justement ce stéréotype devient chargé négativement, connoté négativement, qu'on va y attribuer des caractéristiques négatives et donc en faire un jugement de valeur. Donc par exemple, sur les Français sont tous sales, ils n'aiment pas la douche. C'est un préjugé, parce que fondamentalement, ce n'est pas vrai. Et en dehors du fait que ça ne nous regarde pas, chacun est libre de son hygiène, ce n'est pas vrai. Donc je pense pas me tromper quand je dis que voilà, pour beaucoup de gens, quand ils entendent le mot musulman, ils pensent directement à homme barbu arabe. Or, est-ce que un musulman ne peut que être un homme barbu arabe ? Non, absolument pas, parce que à la base, le message de l'islam, c'est un message universel. Donc, à travers l'histoire, il y a beaucoup de peuples, de cultures qui ont soit embrassé l'islam, soit qui ont été confrontés à travers des conquêtes, des guerres, etc.
parfois beaucoup par le commerce. Donc la religion musulmane est présente dans plusieurs pays, arabes et non arabes. Il y a des musulmans asiatiques, il y a des musulmans européens, il y a des musulmans américains, il y a des musulmans africains, il y a des musulmans noirs, il y a des musulmans arabes. Donc en fait, il y a une très grande diversité ethnique au sein de la communauté musulmane. Mm-hmm. Alors, d'où est-ce qu'il vient cette idée que un musulman, c'est forcément un arabe, en fait? En fait, c'est tout un discours littéraire, artistique, politique qui s'est forgé depuis le Moyen-Âge. Donc, dans certains livres du Moyen-Âge, on a dépeint l'arabe comme le sarrasin, comme un autre dangereux, comme un ennemi de la chrétienté, qu'il fallait reconquérir justement Jérusalem, et donc que ça devait se faire par l'épée. Donc on a dépeint à travers l'histoire, la poésie, le chant artistique et politique, toute une construction d'un autre imaginaire. Est-ce que ce que tu viens de m'expliquer, oui. Est-ce que ça tombe du coup dans ce qu'on appelle l'orientalisme? Oui, donc l'orientalisme, en fait, à la base, c'est un courant artistique et littéraire qui est venu quand même plus tard, au XIXe siècle, avec les conquêtes coloniales, notamment la conquête d'Égypte de Napoléon. Et il faut savoir que le Luxembourg faisait partie de l'Empire napoléonien. On était dans le département des Forêts, donc le Luxembourg a fait partie de cet empire. Et en fait, la conquête d'Égypte, il y a des artistes comme Jean-Léon Gérôme qui vont voyager avec lui et qui vont dépeindre ce qu'on voit. C'est à partir de cette période que les Européens vont aussi commencer à voyager. Donc on parle aussi beaucoup de littérature de voyage. Et c'est à partir de là aussi qu'on va dépeindre, qu'on va imaginer, qu'on va ramener des choses et qui vont changer un petit peu le regard qu'on dépeignait sur ces populations-là. On va imaginer un Orient. Et c'est ce que dit Edward Said, qui est un universitaire américano-palestinien, dans son œuvre L'Orientalisme. Donc comment l'art, la littérature et le discours politique a inventé cet Orient qui, en réalité, en tant que concerné, quand on le regarde, ne ressemble pas du tout à ce que les autres voient, à ce que les personnes qui ne sont pas arabes voient. Maintenant, pour une personne qui peut être typée, je vais dire arabe, mais qui ne l'est même peut-être pas forcément, en fait, c'est un peu... il y a un peu une double peine, en fait. Parce que déjà, on va directement penser qu'elle est en plus musulmane. Et donc, il y a en fait une convergence de clichés qui est dirigée vers elle, en fait. Parler de racisme et de genre, c'est le fait d'hypersexualiser en fait les femmes musulmanes. Dans l'orientalisme et aussi dans le romantisme, dans la littérature romantique, comme Baudelaire, comme Flaubert, on dépeint un petit peu la femme arabe comme une femme fatale. Elle est considérée comme l'idéal féminin dans la littérature orientaliste, mais aussi romantique. Et il y a un procédé d'hypersexualisation en fait qui va être effectué, et il s'avère que beaucoup de femmes qui ont des traits arabes, tout comme celles par exemple qui sont perçues comme latinos, vont être hypersexualisées par la société patriarcale. Et à l'école, du coup, pour revenir sur le contexte de l'école, maintenant ici au Luxembourg, ça se traduit comment ? Je ne sais pas si est-ce que tu as des exemples concrets de comment, du coup, de l'islamophobie et ou de l'arabophobie en fait peuvent créer une sorte de pression maintenant pour un jeune scolarisé ici. Donc, au niveau de l'école, comment est-ce que l'islamophobie peut se manifester dans les pressions scolaires? C'est à travers, par exemple, les préjugés qu'on a sur des personnes musulmanes.
Par exemple, les garçons vont être adultifiés, il va y avoir beaucoup plus de problèmes de discipline, on va dire qu'ils ont des problèmes de discipline, qu'ils savent pas se tenir, qu'ils ont des mauvaises notes ou qu'il y a des problèmes d'orientation, qu'il y a un problème particulier avec cette communauté-là, avec ce type de personnes-là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu préconises maintenant aux enseignants pour éviter des biais racistes par rapport à des jeunes qui peuvent avoir en classe qui sont soit de confession musulmane ou alors d'origine arabe? Ce que je voudrais préconiser en fait, mais dans l'objectif de pouvoir aider tout le monde, c'est de développer une écoute empathique. Parce que quand il y a une écoute empathique, on sait lorsque la personne se sent blessée. Et ça permet aussi de voir si nous, on a été en erreur et de voir si on a dit quelque chose de faux. Donc à partir du moment où on se remet aussi en question et qu'on déconstruit ses biais inconscients, sa vision du monde, c'est-à-dire telle qu'elle est perçue, telle qu'elle a été forgée tout au long, par exemple, de notre scolarité, de notre perception sur les musulmans, il faut la déconstruire. Et ça se passe à travers une remise en question et une écoute empathique des personnes concernées. Comme toute communauté, les expériences ainsi que les parcours de vie diffèrent d'une personne à l'autre. Résumer une communauté en une phrase ou un paragraphe ou même un épisode de podcast est impossible. Cet épisode n'est qu'un échantillon des multiples vécus possibles des personnes de confession musulmane, dépendamment de la visibilité ou non de leur religion, de leur phénotype, de leur nom ou même de leurs origines. J'espère toutefois qu'il a pu aider des personnes concernées et pouvant subir des discriminations à se sentir moins seules et à oser demander de l'aide. Merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Si vous voulez consulter les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode, vous pourrez les retrouver dans la barre de description. Lors du prochain et dernier épisode, il sera question du sentiment d'appartenance au Luxembourg. Qu'est-ce que le sentiment d'appartenance ? Me sentir luxembourgeois, est-ce renier mon ou mes pays d'origine ? Me sentir plus proche de mes origines, est-ce rejeter le Luxembourg ? Qui a le droit de me définir ? Toutes ces questions seront abordées le mois prochain. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine!